Tapis dans l'ombre depuis la nuit des temps, il hante les songes, drapant les pensées des aspirants aquanautes de son souvenir angoissant. On ne compte plus les frères et sœurs ayant renoncé à nous rejoindre. Ce rituel les ayant profondément meurtris, non dans la chair, mais dans l'âme, d'une échymose parfois indélébile. L'expérience de la suffocation, de la douleur et de la perte de repères a pu avoir raison de certains des plus prometteurs. En cet instant, tout comme nombre de mentors plus sages avant moi, je vais vous parler du vidage de masque en plongée. Je vous ai bien eu, hein? Bon, c'est pas un sujet des plus originaux, mais ça reste une compétence indispensable à maîtriser pour les plongeurs débutants, et qui peut être un vrai défi, voire un cauchemar pour certains. Et c'est à ces personnes tout particulièrement que je vais m'adresser aujourd'hui. On va commencer par rappeler comment ça marche, puis pourquoi c'est aussi difficile, et toutes les stratégies que je mets en place avec mes élèves pour qu'ils puissent maîtriser cette compétence. Alors pourquoi le vidage de masque est indispensable en plongée? La réponse va être très courte, l'eau peut rentrer dedans à tout moment. Une mèche de cheveux, une expiration par le nez, la sangle trop serrée ou pas assez, sont autant de raisons qui amènent l'eau à s'infiltrer. Il est aussi utile dans les situations où vous feriez rentrer de l'eau intentionnellement. Pour enlever de la buée par exemple. Il est bien sûr nécessaire de pouvoir l'enlever complètement et de le remettre car la sangle n'est pas infaillible et peut casser pendant la plongée lorsqu'on la resserre par exemple. C'est aussi intéressant de le maîtriser pour résoudre des situations moins extrêmes, comme repositionner son masque en pleine plongée pour un confort, ou lorsqu'on veut se moucher pour pouvoir égaliser plus facilement. La méthode pour vider son masque est assez universelle. Pencher sa tête vers le bas, tenir le haut du cadre en plastique dur du masque, inspirer par la bouche et ensuite souffler doucement par le nez pendant qu'on relève tranquillement sa tête. Tout ça, ce sont des explications que vous aurez lors de votre entraînement de plongée. Mais parfois, elles ne suffisent pas à ce que le plongeur y arrive. On va donc creuser un peu pour bien comprendre le problème et trouver comment le résoudre. La plongée sous-marine, c'est un sport très cool et relaxant, mais c'est aussi paradoxalement un sport extrême. Sous l'eau, on n'est pas chez nous. Et l'équipement de plongée est un équipement de survie. J'ai eu en cours un gars qui avait passé la première partie des tests pour être astronaute. Et dans les diplômes qu'il devait impérativement avoir pour passer à l'étape suivante, il y avait un brevet de pilote d'avion et le niveau rescue diver de PADI. Parce que oui, descendre en plongée, c'est sans doute l'endroit sur Terre qui se rapproche le plus des sensations qu'on peut avoir dans l'espace. Et ce privilège ne vient pas sans contrepartie. Sous l'eau comme dans l'espace, une erreur peut potentiellement avoir de grosses conséquences. C'est pour ça qu'il faut maîtriser son équipement, mais d'abord et avant tout, se maîtriser soi-même. En plongée, on a l'obligation de rester calme, car si on se laisse envahir par la peur, on perd cette maîtrise. Et c'est là que beaucoup d'accidents peuvent arriver. La définition de la peur, c'est émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. Elle se traduit dans notre cerveau par l'excitation d'une zone appelée l'amygdale, qui suite aux signaux qu'elle reçoit par les organes des sens, va enclencher la réponse des organes correspondant à cette émotion. On a tous peur de choses différentes, mais il y a une peur qui est universelle, même pour les personnes ayant un dysfonctionnement de l'amygdale, génétique ou suite à un accident, c'est celle induite par la suffocation. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller voir cette vidéo de Vsauce sur le sujet, dont je vous ai déjà bien spoilé la fin. Et la sensation de suffocation, c'est exactement ce qu'on peut ressentir quand on effectue mal le vidage de masque. Sans compter la douleur quand on ouvre les yeux sous l'eau ou quand l'eau rentre dans le nez si on a inspiré par erreur. Tout ça pour dire que d'avoir peur d'un exercice qui, s'il est mal exécuté, peut vous faire ressentir ce concentré de stress, je ne pense pas que ce soit de la lâcheté ou de la couardise. Mais alors qu'est-ce qui amène certaines personnes à mal l'exécuter? J'en ai un petit peu parlé, mais le point qui pose principalement problème, c'est la confusion entre la respiration buccale et nasale. L'espèce humaine possède deux façons de respirer. Il y en a une qui est clairement meilleure. La respiration par le nez permet de filtrer et humidifier l'air qui vient dans les poumons, limitant les infections et les allergies. Garder la bouche fermée limite aussi la formation de caries, la déformation des mâchoires, le mauvais positionnement des dents, le stress, et à tout un tas d'autres bienfaits. Je m'attarde pas trop là-dessus. Je vous mets en lien cette vidéo de la chaîne de Joff qui parle en détail du sujet. Beaucoup de personnes ont donc la très bonne habitude de respirer par le nez, et sont un peu désarçonnés quand ils se retrouvent à respirer avec un tube dans la bouche et le nez complètement bouché par le masque. C'est pas naturel, mais l'habitude vient vite. Mais quand on commence à leur demander, sous l'eau, d'inspirer par la bouche, puis d'expirer par le nez, ça rajoute une couche de difficulté. Et quand le réflexe d'inspirer par le nez revient, il est tout de suite puni par cette douleur de spray nasal qui nous a tous traumatisés quand on était petits. Et voilà, on les a identifiés nos problèmes. La peur et les réflexes contre-productifs dans la situation qui s'activent les uns les autres jusqu'à ce que le plongeur perde le contrôle. Et maintenant qu'on a correctement identifié les problèmes, on va pouvoir les traiter efficacement. Pour pouvoir gérer la peur, il va falloir commencer par la comprendre. C'est là que je vais introduire le concept de zone de confort. La zone de confort, c'est un état psychologique dans lequel une personne se sent à l'aise. Dans cette zone, elle peut garder le contrôle tout en éprouvant un faible niveau d'anxiété. Le but du plongeur et de son prof, c'est de faire entrer l'action du vidage de masque dans cette zone de confort. Tous les profs ont leur petite technique, mais je pense qu'il y a une idée commune à tous, c'est le dialogue. Ça paraît très con et évident à dire, mais le prof et l'élève sont une équipe avec un même objectif. Et pour que l'action du prof soit la plus efficace, il doit comprendre la difficulté de l'élève le mieux possible. C'est donc un devoir pour l'élève d'être aussi clair que possible pour expliquer ses difficultés, et un devoir pour le prof de prendre le temps de l'écouter. Le vidage de masque peut être divisé en une multitude de niveaux de difficulté. La marche à suivre va donc être de trouver le niveau le plus difficile où l'élève est à l'aise, de le faire répéter jusqu'à ce qu'il soit vraiment confortable avec, avant d'être capable de tenter le niveau suivant.
Et si le niveau suivant reste trop difficile, il est toujours possible d'en inventer un intermédiaire. Parce que c'est un peu ce qu'on fait de mieux nous les humains, créer des escaliers quand c'est trop dur d'escalader. Et en répétant méthodiquement, vous travaillerez aussi sur les réflexes pour qu'ils deviennent petit à petit appropriés dans la situation. Alors oui, ça peut prendre du temps. Et oui, ça peut paraître désespérant. Pour le prof comme pour l'élève. C'est pour ça que le facteur fatigue doit impérativement être pris en compte. L'éternel fin dosage entre encore une fois tu peux y arriver et t'as bien travaillé aujourd'hui, on reprendra demain. Mais tant que l'élève n'abandonne pas complètement, il y arrivera un jour ou l'autre. Il peut arriver que le temps prévu pour la formation ne soit pas suffisant pour maîtriser cette compétence. Il faut bien vous mettre dans la tête que c'est pas une fatalité. Vous pourrez toujours la retenter plus tard. Tout ça c'est très théorique. Mais comment moi je fais concrètement pour enseigner le vidage de masque? Je commence par le plus simple pour tous les élèves. Respirer sans le masque, le visage dans l'eau avec les yeux fermés et le nez pincé. Et je leur demande de lâcher leur nez quand ils se sentent prêts. Et de le repincer s'ils se sentent pas à l'aise, sans relever la tête de l'eau. Une fois qu'ils sont capables de respirer sans pincer leur nez, je les fais nager un peu et je commence avec les exercices classiques. Vidage partiel, total, enlever et puis remettre le masque et le vider, le tout à la surface. Une fois qu'ils sont à peu près à l'aise avec tout ça, je les fais refaire les exercices classiques sous l'eau, en leur demandant d'ouvrir les yeux pour les niveaux de difficulté les plus élevés. De cette façon, mes élèves ont une montée en difficulté très progressive et la très grande majorité d'entre eux arrivent à maîtriser la compétence. Quasiment tout faire à la surface au départ leur permet de s'entraîner seul et hors session. Les seuls matériels à avoir étant un masque, un tuba et un grand récipient d'eau. Ça c'est vraiment pour ceux qui sont à la dèche. Un élément qui va aussi vous aider à être à l'aise avec l'exercice, c'est bien sûr d'avoir un bon masque. Pour trouver le masque qu'il vous faut, je vous conseille la vidéo d'Argonaute Plongée, le lien sera en description, où il vous détaille tout ce que vous devez considérer quand vous souhaitez acheter votre propre masque. Ce que je vous conseille fortement. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. N'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires. Vous avez sans doute de meilleures techniques que les miennes pour triompher ou faire triompher vos élèves de cette épreuve. La saison d'été va commencer, je vous souhaite donc de bonnes plongées à tous. Bisous!